Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation au voyage. Si je vous dis « le cabri saute la table, la chevrette saute le mur », c'est un proverbe qui vient de quel pays à votre avis? De Roumanie, l'une de nos 4 destinations du jour. C'est avec la cuisine d'un jeune chef que nous allons savourer le voyage à Bucarest. Alex Petrician s'inspire de la richesse culinaire de son pays et a le don, vous verrez, de la mettre en lumière. Un plat qui n'a pas d'histoire, ce n'est qu'un aliment que l'on met dans sa bouche, que l'on consomme. Mais si on a une vraie histoire à raconter, que l'on sait d'où elle vient, qu'elle est enracinée dans un espace et qu'on réussit à la transmettre, alors elle restera gravée dans l'esprit des gens. Cette étape gastronomique ne nous empêchera pas d'éveiller nos papilles comme chaque jour. Aujourd'hui, nous serons en Espagne, à la Corogne, avec une recette pour laquelle il est plus facile de rester digne lors de la préparation qu'au moment de la dégustation. J'espère qu'on n'aura pas les dents noires sur la vidéo. Au large de Tahiti se trouve l'un des spots de surf les plus spectaculaires du monde. C'est ici que les Européens ont vu pour la première fois des hommes glisser sur l'océan. L'occasion de prendre la vague de Tiopo dans l'héritage. L'eau est tellement claire que lorsque tu prends la vague, que tu surfes et que les coraux sortent, on dirait des diamants sur du cristal, tellement c'est beau. Mais elle est quand même très dangereuse parce que quand elle se creuse, tu vois les coraux qui sortent. Si jamais tu loupes ta vague, eh ben, tu as le tatouage de Tiopo, j'appelle ça, quoi. T'es tout écorché. Enfin, à Times Square, nous reviendrons sur l'histoire qui est à l'origine du film Le Cornio, celle d'un Marseille-New York au supplément bagages particulièrement encombrant. Et tout de suite, vous êtes prêts? C'est la devinette. Pour quel délit bien particulier pouvait-on être emprisonné au Brésil sur l'île de Fernando de Noronha? L'archipel brésilien est un paradis. C'est Amerigo Vespucci, le navigateur, qui l'a découvert en 1503 et qui le premier l'a dit. Et pourtant, Noronha devient une prison pour des forçats aux longues peines. Au XIXe siècle, un motif d'emprisonnement laisse cela dit particulièrement perplexe. Saurez-vous deviner lequel? La réponse ce sera tout à l'heure. Pour l'instant, on va saliver en Roumanie grâce au chef Petrician. C'est l'inspiration. La cuisine est l'endroit où j'arrive le mieux à m'exprimer. Quand je change le menu, je suis en proie à une extrême agitation parce que j'ai énormément d'idées qui me passent par la tête. Chaque plat qui naît entre les mains d'Alex Petrician est une petite révolution dans la cuisine roumaine. Désigné meilleur chef de son pays par les guides Go et Millau, cet ancien champion d'escrime cherche à révéler les saveurs insoupçonnées d'une gastronomie que l'on dit rustique. À 36 ans, Alex Petrician souhaite donner ses lettres de noblesse à une cuisine malmenée par le communisme et la mondialisation. Pour cela, le chef explore en profondeur l'histoire et la culture d'un terroir au carrefour de l'Orient et de l'Occident, puisant autant dans l'orthodoxie que dans les arômes balkaniques, dans la Madeleine des années communistes que dans la matrice rurale du pays. Un plat qui n'a pas d'histoire, ce n'est qu'un aliment que l'on met dans sa bouche, que l'on consomme. Mais si on a une vraie histoire à raconter, que l'on sait d'où elle vient, qu'elle est enracinée dans un espace et qu'on réussit à la transmettre, alors elle restera gravée dans l'esprit des gens. Tourné vers le soleil, le sud-est de la Roumanie se décline en plaine fertile, entre blé et ciel. Bordée par le Danube et la mer Noire, la région de la Dobroudja, terre de passage, a donné lieu au fil des siècles à une mosaïque multiethnique. Alex Petrician vient de Bucarest, sa ville natale, remonter le fil de la cuisine roumaine auprès de la communauté turcophone. Nous sommes à Fontana Mare, ou Baș-Fener, qui veut dire la grande fontaine en turc. C'est un village resté très traditionnel. Ils s'organisent autour du minaret, qui donne l'heure exacte, c'est-à-dire l'heure de la prière. À côté du minaret, il y a la fontaine du village, où tout le monde vient chercher l'eau potable, notamment pour cuisiner. C'est donc là que tout le monde se rencontre au moins une fois par jour.
On peut voir ses voisins tout autour de soi. Donc le contact entre les gens est très présent. Si j'ai choisi de venir dans cet endroit, c'est parce que c'est ici qu'on trouve de la cuisine turque, qui est l'une des sources principales de la cuisine roumaine. Plus de 400 ans de domination ottomane ont laissé leur empreinte sur la région. Aujourd'hui encore, Fontana Mare vibre aux notes d'une culture qui se transmet par le chant, les rituels, mais aussi dans les assiettes. On y trouve notamment l'ancêtre du chou farci, le plat national roumain, le sarma. Sarma provient du mot sarmat, ce qui signifie plier en turc. Il s'agit de plier une feuille comestible et de la remplir avec divers contenus, le plus souvent de la viande. Je suis venu étudier la sarma d'ici parce que c'est celle qui se rapproche le plus de l'original. Ce qui était important pour moi, c'était de savoir s'ils avaient changé quelque chose par rapport à la recette qu'on leur a transmise. Elle m'a répondu que non. J'ai trouvé cette réponse étonnante, tellement respectueuse de la tradition. Je suis fasciné par cette certitude qu'il existe quelque chose de parfait, une recette parfaite, que l'on se transmet sans y toucher. En apparence immuable, ce plat représente pour Petrichan un terrain d'expérimentation infini. Pour ses sarmales revisités, le chef jongle avec joues de veau et crevettes, tête de silure et crème fraîche fumée. Si dans sa cuisine, Petrichan est maître, à la table de Fontana Mare, c'est Nini, originaire du village, qui commande. La préparation du soubörek, un beignet au fromage turc, est une affaire millimétrée. Cette manière qu'elle a de pétrir la matière, sa dextérité, sa technique, toute l'expérience exprimée par ses mains, ça me captive. J'ai pensé que ce serait une expérience gastronomique fantastique de commencer le repas avec ce nectar aigre doux et un petit feuilleté au fromage très chaud. Ça vous transporte directement au cœur de la Dobroja telle que je l'aperçois. Je veux transmettre aux gens un fragment de mon vécu et de mon regard sur cette petite parcelle de notre territoire. La mise en bouche de Petrichan a aussi le goût d'un dimanche d'été passé dans une famille turque. À 250 km de là, Bucarest, la capitale, fournit une matière plus rugueuse mais tout aussi essentielle aux yeux du chef. Pour Alex Petrichan, âgé de 2 ans à la chute du mur, les reliquats de la période communiste font partie de sa géographie personnelle. Vous verrez partout ces immeubles communistes qui, même s'ils sont de nature soviétique, sont complètement ancrés dans l'ADN de la Roumanie. Ils ont une histoire forte, peut-être parce qu'ils ont abrité tant de familles et de générations, et qu'ils ont été témoins de tellement de choses. Pour moi, c'est dans ces bâtiments que s'enracine la cuisine de l'enfance. Ce qui s'est le plus imprimé dans ma mémoire, c'est l'odeur de la cage d'escalier de ces immeubles. On pouvait deviner ce que les voisins faisaient à manger. Et ça commençait toujours avec l'odeur des oignons frits. Je pense que c'est la première odeur que l'on sentait quand on entrait dans une cage d'escalier. La période du communisme rime aussi avec pénurie. Pendant les années 1980,
les rayons des magasins se vident. La viande, les œufs, la farine, le beurre, le sucre, le café sont rares. Beaucoup de recettes d'avant-guerre disparaissent. La cuisine communiste a beaucoup réduit la richesse culinaire traditionnelle. Mais en même temps, je crois qu'elle a permis de stimuler la créativité des Roumains. Cette situation a aiguisé le sens de la débrouillardise, la capacité à inventer des manières d'enrichir ce qui était posé sur la table. L'un des piliers de la cuisine populaire roumaine a survécu. Ce sont les mici. Ces saucisses de viande de porc et de bœuf, au goût d'ail prononcé. Bon appétit. La terrasse au bord est pour Petrician l'âme urbaine de Bucarest. Les mici étaient pratiquement le seul plat à être servi dans les rassemblements publics, les foires, là où les gens étaient autorisés à se rassembler. Sous le communisme, c'était l'un des rares plaisirs auxquels ils avaient encore accès. C'était une porte vers la liberté, qui leur permettait de se rencontrer, de boire une bière et d'écouter de la bonne musique. À la chute du mur, la Roumanie se jette à corps perdu dans le tourbillon de l'occidentalisation. Pizza, pasta, burger font tourner les papilles roumaines, poussant en disgrâce leur propre cuisine. Le mic, devenu le parent pauvre du fast-food, est pour Alex Petrician l'occasion de montrer aux Roumains le potentiel de leur tradition culinaire. Faire des mici, c'était une forte provocation de ma part, parce qu'il s'agit d'un plat extrêmement simple, qu'il est difficile de retravailler sans en changer complètement le message. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de la langue de bœuf en l'alternant avec de la farce de mic. De cette manière, nous avons réussi à donner une texture différente à la viande et à atténuer le goût de l'ail. Réinterpréter la tradition n'est pour Petrician pas seulement une démarche créative, mais aussi une quête de sobriété qu'il retrouve dans une cuisine séculaire, celle des monastères. Au sud des Carpates, celui de Orezu est un haut lieu de spiritualité orthodoxe. C'est un monastère où on est toujours très bien accueilli. On nous permet de s'installer à table et on peut découvrir le cadre de la vie monacale. Chaque fois que je viens ici, cela me permet d'apprécier à nouveau le goût des choses, la pureté du produit originel. J'y repense à chaque fois que j'élabore de nouveaux plats, car je cherche à rendre mes créations les plus naturelles possibles. Le goût le plus élémentaire éclot dans le potager du monastère, moelle épinière de la cuisine traditionnelle. Le monastère est organisé de façon à être autosuffisant. Ce jardin, par exemple, permet de nourrir l'ensemble des sœurs qui vivent ici. Les Roumains ont conçu leur cuisine à partir de ce qu'ils avaient dans leur ferme. Ce qui se retrouvait dans leur assiette, c'était uniquement ce que la terre leur donnait. La biodiversité de la Roumanie est extrêmement riche. Nous avons plus de 600 espèces végétales avec lesquelles nous pouvons travailler toute l'année. Le monastère fournit à Alex Petrician l'une des plantes les plus délicates qui soit. Les religieuses sont aux petits soins pour leurs roses, qui ne peuvent être cueillies qu'une semaine par an. Ici, les nonnes nous fournissent un sirop de rose qu'elles fabriquent elles-mêmes. Elles font macérer les fleurs, comme cela se faisait autrefois, selon une recette ancestrale.
et ce qu'elles en extraient est l'essence de la rose. Les pétales de rose font partie de nos desserts à cette époque de l'année, sous deux formes. À l'état pur, car nous aimons la délicatesse et la tendresse de la rose, mais aussi sous forme de crème que nous fabriquons. La glace à l'eau-de-vie de prune et au parfum de rose est un concentré osé et raffiné de l'art du jeune chef. Je ne veux pas réinventer la cuisine roumaine. Je cherche plutôt à en extraire certaines de ses pépites et à m'en emparer pour montrer que la Roumanie peut avoir une place sur la carte gastronomique mondiale. Un cimetière joyeux. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ces deux mots l'un à côté de l'autre, pourtant ça existe, notamment en Roumanie. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. C'est rarement gai, un cimetière, sauf peut-être à Sapenza en Roumanie, où ce cimetière très coloré est aussi appelé cimetière joyeux. Parce qu'ici, même mort, on peut se marrer. Pas de pierres tombales grises surmontées de chrysanthèmes pour commémorer le souvenir des disparus, mais des stèles en bois, sculptées dans les chênes des forêts avoisinantes, bariolées et uniques. Faites à la main, chaque stèle raconte un épisode de la vie du défunt. Ici, un facteur qui ne passera plus, là un trio de musiciens, ou encore une fileuse et sa quenouille qui, contrairement à la Belle au bois dormant, ne se réveillera pas même si un prince charmant vient l'embrasser. Sapenza, c'est un village dans l'extrême nord de la Roumanie, pas très loin des Carpates, où reposerait un autre mort, mais qui lui fait constamment la gueule. Et on le comprend, passer sa mort en vivant pour l'éternité, ça doit être pénible à la longue. Si le cimetière de Sapenza est qualifié de joyeux, ce n'est pas uniquement grâce à ces couleurs qu'on trouve rarement dans ce genre d'endroit. C'est aussi parce que, sur chaque sépulture, un petit texte raconte le défunt, des épitaphes plus ou moins longues, parfois rédigées par les morts eux-mêmes, de leur vivant évidemment, avec souvent une certaine dose d'ironie. Comme celle-ci, « J'aimais bien boire, peut-être un peu trop ». Ou encore celle-là, une chose que j'aimais beaucoup, m'asseoir à côté de la femme d'un autre. C'est un artiste local, Stan Ioan Patraș, qui le premier met de la couleur sur ce dernier voyage. Vraisemblablement en hommage aux Daces, premiers habitants de la Roumanie sous l'Antiquité. Un peuple qui avait la réputation, d'après Hérodote, de rire de la mort, considéré comme un bon moment à passer. Il croit en l'immortalité de l'âme, la mort n'est qu'un changement de pays. Au décès de Stan Ioan Patraș en 1977, qui a évidemment sa tombe au cimetière joyeux, ses disciples ont pris la relève. Avec application, car même si on peut en rire, la mort est à prendre avec sérieux. Après tout, ça ne vous arrive qu'une seule fois dans la vie. Allez, on a rendez-vous à Tahiti maintenant, face à une vague qui fait fantasmer les surfeurs du monde entier. La montagne de Crâne, c'est son nom tahitien. Un tube de 5 mètres de diamètre dans lequel les hommes s'engouffrent depuis plus de 1000 ans. C'est l'héritage. Plus belle, plus puissante, plus rapide, plus dangereuse aussi. À Tahiti, les superlatifs pour qualifier Te Ao Po'o déferlent au rythme des sessions d'anthologie. Au point d'avoir été choisie pour être la vague des Jeux Olympiques de 2024. Depuis, le monde du surf a les yeux rivés sur Tahiti, longtemps resté dans l'ombre d'Hawaï. Pourtant, c'est bien ici que les explorateurs européens auraient vu pour la première fois un être humain glisser sur l'eau. Le Polynésien, c'est quelqu'un qui a pratiqué des traversées transocéaniques, donc il a obligatoirement la glisse dans le sang. Il utilise la force motrice de la vague pour se déplacer. L'attachement viscéral des Tahitiens à l'océan qui les entoure, la compréhension de ses mouvements et de ses coups d'éclat ont fait des habitants de l'île des surfeurs nés. Aujourd'hui, ils souhaitent replacer leur archipel comme patrie originelle du surf. Sur la presqu'île de Tahiti, là où s'arrête la route, commence la légende.
Ici sont passés les plus grands surfeurs du monde. C'est aussi ici que les chefs des temps anciens défiaient les vagues. Derrière le village de Teahupo'o, le Whenua Aïere, terre de brousse en tahitien, n'est accessible qu'en bateau ou à pied. Sur cette côte, coincée entre les montagnes et la barrière de corail, la nature est souveraine. Cette terre a toujours été préservée par nos ancêtres. Et ici, l'on sent très fort le mana, la puissance de la nature. Donc ça te donne de l'énergie. Dans la religion traditionnelle animiste, l'océan, appelé Moana, était peuplé de dieux et d'esprits. Les origines exactes du surf restent incertaines, mais il se pratique vraisemblablement déjà en l'an 1000 sur des planches de bois dans tout l'archipel polynésien. La pratique du surf aurait servi d'entraînement pour la navigation, permettant aux jeunes des anciennes lignées royales de mieux maîtriser les vents, la houle, les courants. Les compétitions leur permettaient de se jauger et de montrer leur courage. À Teahupo'o, la légende veut que ce soit une femme qui ait marqué les esprits. À l'époque, cette vague a été déjà mise en valeur par Vehia Te Matei, qui a entendu parler de cette vague et qui est venu ici pour surfer cette fameuse vague, qui a fait des concours et qui les a gagnés. Je suis Veiatua, l'enfant des vents, celle qui monte sur les flots de Tarawa. Il se dit que le roi, jaloux de ses performances, la fit chasser. Dites au peuple qu'il n'y a qu'un roi à Teahupo'o. C'est moi. Alors cette vague est spéciale vu ses fonds, le fond sous-marin que nous avons. C'est très profond et tout d'un coup il y a une partie du récif qui émerge et c'est ce qui fait que ça gonfle. Elle est cristalline parce que l'eau est tellement claire que lorsque tu prends la vague, que tu surfes et que les coraux sortent, on dirait des diamants sur du cristal, tellement c'est beau. Mais elle est quand même très dangereuse parce que quand elle se creuse, tu vois les coraux qui sortent. Si jamais tu loupes ta vague, eh ben, tu as le tatouage de Teahupo'o, j'appelle ça, quoi. Tu es tout écorché. À côté de cette vague mythique réservée à l'élite traditionnelle, l'île offre d'autres sites accessibles à tous dans les embouchures de rivières ou sur les plages comme celle de la Pointe Vénus dans le nord de Tahiti. Des sites où la population s'immerge dans l'océan, goûtant au plaisir des vagues, le plus souvent allongées sur des planches rudimentaires. C'est le spectacle que découvrent les Européens lorsqu'ils accostent au XVIIIe siècle. C'est dans cette baie de Matavai qu'il y a eu le premier contact avec le navigateur anglais Wallis. Et il sera ensuite suivi par le capitaine James Cook, qui viendra notamment dans le cadre d'une mission scientifique. Et il est accompagné de Joseph Banks. Et c'est de cette plage qu'ils vont prendre une de leurs barcasses, une espinasse, et qu'ils vont faire le tour de l'île. Eh bien, ils vont voir pour la première fois des gens surfer. Et la première retranscription du surf viendra notamment dans son journal de Joseph Banks en 1769, qui le premier voit donc des insulaires surfer. Et ils sont particulièrement surpris de voir ces gens glisser sur des planches en bois, car ils ont quand même si ce sont des marins, ils ont peur de la mer. Et ils n'arrivent pas à comprendre comment ces gens-là peuvent survivre, glisser dans la vague et tout. Ils étaient entraînés avec une vitesse incroyable. Parfois, ils étaient portés presque jusqu'au rivage. Mais en général, la vague se brisait sur eux avant qu'ils ne soient à mi-chemin. Auquel cas, ils plongeaient et réapparaissaient de l'autre côté. Ce
Ce récit précède de près de 10 ans le voyage de James Cook aux îles Sandwich, ancien nom de l'archipel d'Hawaï, où le dessinateur de l'expédition représente pour la première fois des surfeurs, l'installant en mère patrie du surf. Il n'existe pas de représentation similaire pour la Polynésie française. En revanche, les témoignages dans les récits de voyages d'explorateurs et de missionnaires se multiplient jusqu'au XXe siècle. Certains s'offusquent d'ailleurs de cette pratique qu'ils jugent immorale. Ce qui a gêné les missionnaires à leur arrivée, c'est la nudité du peuple océanien, du peuple maori. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ne vont pas les empêcher d'aller vers l'océan, parce qu'ils savent très bien que l'océan, c'est donc leur monde. Par contre, ils vont demander, par exemple, aux jeunes femmes de se vêtir, c'est-à-dire qu'elles vont aller se baigner en robe. Et ça va se poursuivre jusqu'aux années 60, avant qu'on se dévêtisse. Avec l'arrivée des Européens, c'est tout le rapport des Polynésiens à l'océan qui change. La mise au travail plus ou moins forcée laisse moins de temps pour les baignades. Le surf devient une occupation marginale et confidentielle, essentiellement pratiquée par les enfants. Il faut attendre l'ouverture de la Polynésie aux touristes, encouragée par la création de l'aéroport en 1961, pour que le surf retrouve son élan. C'est par les Américains, qui se sont entre-temps approprié la pratique, que déferle cette nouvelle vague. Une jeunesse bronzée et insouciante qui fait le tour du monde en quête de sensations et échoue régulièrement à Tahiti. La commune de Puna-Aouia, sur la côte ouest de l'île, est à cette époque un des fers de lance du renouveau du surf polynésien. Les planches rudimentaires des ancêtres sont remplacées par les technologies dernier cri importées de Californie. Ici, voilà, les toutes premières, voilà, c'était en bois, pas de dérive, donc voilà, ça a cette forme particulière. Et ensuite, l'apparition de nouveaux matériaux et avec plus de précision peut-être dans le surf, plus de maniabilité. Celle-là, on est bien dans les années 70, facile. Alors que celle-là... bon, c'est début 1900, quoi. Bon, là, on fait un grand saut dans le temps, quand même. Les premiers Américains qui sont arrivés ici, qui ont découvert l'île, en tout cas au niveau du surf, eux sont venus justement avec cette nouvelle technologie de planches en composite. Et certains ont laissé les planches là. Sur le coup, les Polynésiens les ont utilisées. Et tout doucement, en fait, voilà, les passionnés ont commencé à faire venir quelques planches, ce qui a complètement changé le surf. Ça s'est popularisé déjà, donc le style a commencé à évoluer plus radicalement qu'avant. Avec des planches en bois, tu te laissais glisser sur la vague. Là, tu peux partir, revenir, voilà. Et c'est vrai que le style polynésien est ressorti, donc comme ils sont quand même de gabarit assez costauds, donc on pouvait assister à des positions sur la planche bien ancrées pour pouvoir être puissants aussi dans leur surf. Dans les années 1980, dans un contexte de réveil identitaire et culturel, les Polynésiens ressuscitent leurs pratiques ancestrales. Alors qu'une partie de la population s'attache à en retrouver l'authenticité, la jeune génération cherche au contraire à en moderniser l'héritage et à le faire connaître au monde. Les surfeurs de Tahiti montent les premiers clubs pour participer à des compétitions internationales. Entraînés aux vagues les plus exigeantes, car rapides, creuses, avec les coraux à fleur d'eau, ils se font vite remarquer. VTA David devient en 1986 le premier champion du monde junior polynésien. En 2000, Patricia Rossi, arrivée à Tahiti dans sa tendre enfance, est sacrée championne d'Europe. Moi, j'ai commencé le surf en 84 et de 84 à 87, j'étais souvent sur la plage et avec les anciens surfeurs, donc ceux qui avaient débuté dans les années 60-70. Et c'est vrai que c'était assez marginal.
C'était toujours les mêmes personnes en général, à une dizaine maximum sur le spot, et c'était toujours les mêmes. On a une facilité d'adaptation, une facilité de gestion de la vague et de la connaissance de la vague. Et justement, étant donné qu'on est entouré d'eau... J'ai réussi à me faire un petit peu peur quand même. On arrive à s'adapter facilement à tous les styles de vagues. C'est vrai que le Polynésien, dans l'eau, il est à l'aise je dirais pas de naissance, mais bon, on est entouré d'eau, donc c'était tout à fait logique qu'on soit performant. Peu à peu, le surf redevient un phénomène de société pratiqué par tous. En 1995, c'est un Basque qui ouvre la première école dédiée à ce sport à Papenoo, dans le nord de l'île. Depuis, les écoles se sont multipliées et la discipline est même inscrite au programme de certaines classes de primaire. Elle est un moyen pour les Polynésiens de renouer leur lien d'antan avec l'océan. Le choix de Tahiti comme lieu des épreuves de surf lors des Jeux Olympiques de 2024 vient consacrer ce long chemin de réappropriation. Il est temps de passer de nouveau à table, cette fois en Espagne, à La Corogne. On a rendez-vous sur le port avec Maria. Prévoyez juste une petite brosse à dents dans votre valise, ça peut servir, c'est papillé. Moi, c'est Maria. Nous sommes à La Corogne. Aujourd'hui, je vais vous préparer une recette de calamar à l'encre. Pour acheter nos ingrédients, on va se rendre au marché de la place de Lugo, le meilleur de la ville. En Galice, la marée monte très haut. Chaque été, des Madrilènes viennent ici passer leurs vacances. Ils ne sont pas habitués aux marées. Du coup, ils se garent sur les rampes comme celle-ci, et quand la marée monte, les voitures sont emportées. Il nous faut des calamars pour préparer des calamars à l'encre. Les voici. Ils viennent de l'estuaire d'Arousa. Ils sont très bons. Parfait. Et voilà. Merci Marco. Merci à toi. Maintenant, on rentre à la maison. On va maintenant préparer notre recette. Première étape, laver les calamars. Je n'ai jamais appris à cuisiner, mais j'adorais observer quand j'étais petite. Quand mes parents cuisinaient, j'étais toujours au milieu. Par conséquent, ils m'appelaient jeudi, car c'est le jour du milieu de la semaine. J'adore cette recette, et ma famille aussi. Je vis avec un de mes fils, et chaque jour, mon aîné nous rejoint pour les repas. Ils veulent toujours manger sain, cuisiner à la plancha, ce qui fait que je cuisine de moins en moins, alors que j'adore ça. Mais pour les calamars à l'encre, ils oublient leur régime parce qu'ils aiment vraiment trop ça. À présent, on va émincer 2 oignons, un peu d'ail et du persil que l'on fera frire avant de les ajouter à nos calamars. Ensuite, on va mettre un peu d'huile dans la poêle. Enfin, pour moi c'est peu, pour vous ça doit paraître monstrueux. L'huile est chaude. On ajoute notre ail. On va mettre un peu de sel pour éviter que l'oignon brûle. Ça va le faire suer et ça n'en sera que meilleur. On ajoute le persil. À présent, on va verser le vin qui nous servira à cuire les calamars. Un vin de cuisine fera l'affaire. Puis, on y ajoute nos calamars. Il n'y a plus qu'à attendre que le vin commence à bouillir.
Notre vin bout. On peut incorporer nos oignons. À présent, on va mélanger notre encre avec un peu d'eau froide pour la désépaissir. J'ouvre les poches d'encre au ciseau. Les fameuses poches d'encre. On va un peu les ouvrir. Je ne sais pas si ça donne beaucoup de saveur à notre recette, même si je pense que oui. Mais ça lui donne une bonne texture. Ce sont les poches d'encre des calamars. C'est avec ça qu'ils se protègent de leurs ennemis. On va maintenant émincer 2 tomates qu'on ajoutera au mélange. On laisse mijoter 30 minutes. Un peu de chapelure pour épaissir la sauce. Et voilà Bégonia. Nos calamars sont prêts. Ça a l'air bon. On va se régaler. Santé. Santé. C'est franchement très réussi. J'espère qu'on n'aura pas les dents noires sur la vidéo. Garde la bouche fermée. C'est pas le plat idéal avant un rencard. Comme pour l'ail, les calamars, il faut mieux éviter. Les calamars, oui, mais pas à l'encre. C'est vrai, pas à l'encre. Bah, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Vous vous souvenez sans doute de cette réplique de Bourvil dans Le Cornio, mais est-ce que vous connaissez l'histoire qui a inspiré le film? Elle a un lien avec New York, vous allez voir, c'est l'incontournable. C'est une ville qui fourmille. New York et ses 8 millions d'habitants est une destination idéale pour quiconque cherche à passer inaperçu. Dans les coins et recoins de ce décor chaotique, le crime organisé a tissé sa toile. Mais 2 policiers dans les années 1960 y réussissent un coup de maître. Emmanuelle Welch est une détective privée française basée à New York. Elle nous retrace les faits. Le 18 janvier 1962, c'est la stupeur. Un Français vient d'être arrêté par la police new-yorkaise. Jacques Angelva, c'était un animateur de l'ORTF, une sorte de Guy Lux en moins célèbre. Et il avait vraiment des problèmes d'argent. Et il a accepté d'acheter une voiture, une Buick américaine. Et il a accepté de partir à New York en paquebot. Le voyage prenait à l'époque 3 jours. Et il est parti avec sa voiture qui était bourrée d'héroïne. Cette histoire commence quelques mois plus tôt. En 1961, New York est une plaque tournante du trafic d'héroïne. Fabriquée à partir de fleurs de pavot provenant d'Indochine ou de Turquie, cette héroïne pure, à plus de 90%, est concoctée par des chimistes français dans l'arrière-pays provençal. Elle transite chaque semaine de la France vers le premier marché de consommation, les États-Unis. Ce trafic prend bientôt le nom de French Connection. Il faisait circuler la drogue. La produire, c'était facile dans les labos marseillais. Il n'était pas vraiment dérangé, mais ensuite, il fallait l'acheminer à New York. Donc, c'était par petite quantité avec des hôtesses de l'air, avec des valises à double fond, mais aussi par énorme quantité dans des véhicules. Et c'est là où la police de la NYPD a mis des années à comprendre que les véhicules étaient bourrés de drogue. Au début des années 60, le trafic d'héroïne n'est pas la priorité de la police new-yorkaise. Mais dans les rangs de la NYPD, 2 flics prennent le problème à bras-le-corps. Sonny Grosso et Eddie Egan. Les 2 compères flairent l'ampleur du trafic. Ils décident alors de traquer ensemble tous ceux qui leur semblent suspects. Objectif, démanteler le réseau de la French Connection. Quand ils voient des caïds de la drogue qu'ils connaissaient avec un nouveau personnage, ça leur a mis la puce à l'oreille, ils ont décidé de le suivre. Et ils l'ont suivi cette nuit-là. Et ils ont vu qu'il était propriétaire d'une sorte de snack bar un peu miteux. Et ils n'ont pas compris quel était son rôle. Ils ont décidé de commencer à planquer et à le surveiller. Ce nouveau personnage s'appelle Patsy Fouka, l'acheteur de l'héroïne. Mais l'homme mystérieux brouille les pistes. Plusieurs semaines passent et l'enquête s'enlise.
Guidés par une forte intuition, Egan et Grosso demandent à leur chef de pouvoir mettre cet homme sur écoute. Ils passaient des jours et des nuits à écouter les conversations et un jour, miracle, les entendre en termes voilés, le propriétaire du snack bar obtenir un rendez-vous de la voix française au bout du fil. Et le rendez-vous était ici à Brooklyn, au port, à l'arrivée du paquebot United States. Quelques jours plus tôt, Jacques Angelvin quitte Paris au volant de sa belle américaine bourrée d'héroïne et met le cap sur Le Havre, où l'attend le transatlantique pour New York. Grâce aux conversations qu'ils ont interceptées, Grosso et Egan savent que de l'héroïne venue de France se trouve quelque part à bord de ce paquebot. La filature de leur suspect, Patsy Fouka, se poursuit les jours suivants. C'est alors qu'ils le voient à de multiples reprises en compagnie du Français Jacques Angelvin. Soupçonnant que la voiture venue de France a servi à transporter de la drogue, ils saisissent le véhicule pour pouvoir l'inspecter. Egan sait qu'il y a quelque chose. Il dit cette voiture est sale. Et il est intuitif. Et à un moment donné, ils prennent possession de la voiture, ils la remorquent jusqu'au garage de la NYPD et ils la vident. Ils la cherchent partout. Et ils cherchent les drogues. Et tout le monde lui dit bah, « Tu vois bien, il n'y a pas de drogue. » Et il dit « Je sais qu'il y en a, je sais qu'il y en a. » Pendant des heures, la voiture est entièrement désossée. Chaque millimètre est passé au peigne fin. Mais ils ne retrouvent que d'infimes traces d'héroïne, dans un recoin inattendu, le parement des ailes. C'est son partenaire, Sonny Grosso, qui dit « Attendez, combien est-ce qu'elle pèse, cette voiture ?» Et donc il appelle General Motors, il a le poids de la voiture et il compare avec le registre de cargaison du bateau et il voit que la voiture faisait 52 kilos de plus que ce qu'elle aurait dû. Et c'est là où il comprend qu'il y avait des drogues. Donc ils se remettent à chercher. Les deux policiers se tournent vers leur suspect numéro 1, Patsy Fouka. Bingo! C'est chez lui qu'une partie de la drogue est cachée, 10 kilos, dans le plafond de sa cave. En tout, 52 kilos d'héroïne ont été acheminés dans la voiture, à l'insu des deux enquêteurs. Fouka est immédiatement arrêté, en compagnie de Jacques Angelvin, qui nie son implication. La drogue aurait été placée dans la voiture à son insu. Cette saisie record fait la une des journaux. C'est le début du démantèlement de la fameuse French Connection. Jacques Angelvin passe quelques années derrière les barreaux et est libéré en 1967. L'histoire inspire à quelques années d'écart 2 films à succès. Le Cornio en 1965, dans lequel Louis de Funès piège Bourvil en lui offrant de convoyer une limousine sans lui dire qu'elle recèle un stock de schnoff. Ce brave garçon va donc entreprendre ce voyage dans cette voiture bourrée de stupéfiants et suivi par l'instigateur de cette aventure qui est de Funès, avec les 1000 mésaventures qui arrivent aux poursuivis, aux poursuivants, aux surveillés et aux surveillants. Et aux États-Unis, le film French Connection de William Friedkin qui rafle 5 Oscars en 1972. Le mythe de la French Connection est né. En début d'émission, vous vous souvenez, je vous posais cette épineuse question. Pour quel délit bien particulier pouvait-on être emprisonné sur l'île de Fernando de Noronha au Brésil? Eh bien, c'était celui de pratiquer la capoeira. Au XIXe siècle, le pays connaît de nombreuses révoltes. Des brigands détournent l'esprit de la capoeira pour commettre des délits et régler leurs comptes dans des affrontements sanglants. En 1890, les autorités craignent une propagation et interdisent la capoeira purement et simplement. En la pratiquant, on devenait ainsi un hors-la-loi. Et étonnamment, c'est un dictateur, Vargas, qui va l'autoriser de nouveau en 1937. Je vous dis bis bald.